À l'époque, au Moyen-Âge, on a une lecture chrétienne de cette histoire. Et la lecture chrétienne de cette histoire, pour comprendre une histoire, un mythe ou une fable, il faut quitter son cerveau gauche pour investir le cerveau droit. C'est-à-dire, dit autrement, il faut quitter le raisonnement dialectique pour envisager le raisonnement analogique. On va donc mettre en analogie des notions pour comprendre le sens caché de l'histoire. Car l'histoire crypte un sens caché, ce qu'on appelle en littérature une allégorie. C'est-à-dire qu'on dit autrement les choses. Au Moyen-Âge, prenons la culture chrétienne du Moyen-Âge, et à ce moment-là, on va devoir essayer de comprendre comment lire l'histoire du Petit Poucet à l'aune d'un autre texte qui nous donne le sens caché. Et dans la Bible, qui était un texte fort connu au Moyen-Âge, quelle est l'histoire dans l'Ancien Testament où il y a 7 frères, et c'est le 7e qui sauve toute la fratrie? Eh bien, mes amis, il n'y en a qu'un texte. C'est dans les livres historiques, premier livre de Samuel, nous avons un papa qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe a 7 fils. Il y en a 6 qui sont à la guerre avec le roi Saül. Le roi Saül combat à ce moment-là les Philistins. Et il y a, comme souvent dans l'Antiquité, avant les batailles rangées, eh bien, chaque camp amène en duel son champion. Les Philistins ont Goliath. En face, aucun Israélite ne fait le poids. Le prophète Nathan va voir Isaïe et sa famille, car Dieu lui a dit qu'il y a parmi les enfants d'Isaïe un qui sera le roi d'Israël. Il passe en revue les 6 premiers frères, qui sont bien bâtis, qui sont costauds, avec Éliab, le frère aîné, et à chaque fois, l'Esprit de Dieu ne lui dit pas que c'est l'un ou l'autre. Il a passé en revue les 6 et il dit à Isaïe, « Mais sont cela tous tes fils ? Non, il y en a un, c'est un petit jeune, il est berger, il garde des moutons. Amène-le-moi. » Il s'agit de David. David est le 7e, celui dont on n'attend rien. Il garde les moutons. C'est le petit dernier. Il n'est pas avec le roi Saül. Et c'est celui-ci qui est choisi. David, vous connaissez l'histoire, va aller sur le front. Saül veut l'armer de son armure, mais il n'est pas prévu pour ça. Il est trop jeune, trop frêle. Et il va choisir, dans sa gibecière, sa fronde. Et dans sa gibecière, il va aller au ruisseau, tiens, lui aussi, chercher des cailloux blancs, comme arme dans sa fronde. Le texte biblique précise qu'il y en a 5. Pas le Petit Poucet. Et avec cette fronde, vous le savez, il va donc vaincre le géant Goliath. Donc, nous avons ici une première analogie. Le Petit Poucet est comme David, le héros de l'histoire, et il va sauver la famille. Et au-delà de la famille, il va sauver le peuple d'Israël et rendre le roi Saül vainqueur. Mais ce n'est pas la seule allusion chrétienne du texte. Regardons ensemble. Vous avez 7 frères. Vous avez aussi 7 filles de l'ogre. Et s'il y a 7 frères et 7 filles, ce n'est pas parce que le compteur était à court d'idées au niveau de la numération, c'est tout simplement parce qu'il y a un codage. Et effectivement, au Moyen-Âge, derrière les 7 frères qui, engramment, investissent les 7 vertus chrétiennes, la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la tempérance, la force et la justice. Vous avez, au regard de ces 7 vertus, les 7 vices, que sont la colère, l'avarice, l'envie et l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure. Ces 7 péchés capitaux, qu'on connaît bien à cause des films qui les ont surinvestis, eh bien ces 7 péchés capitaux sont une liste de 7 péchés qui ont été mis en place à la Contre-Réforme au XVIe siècle. Donc forcément, Charles Perrault les connaissait bien, mais au Moyen-Âge, on les connaissait. Pourquoi ? Parce que saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, et le 4e concile de Latran en 1215, avait mis en place
cette liste de 7 péchés. D'où venait cette liste de 7 péchés? Eh bien, elle vient de Grégoire le Grand, à la fin du 5e siècle, 5e siècle, 6e siècle, qui a mis en place cette liste de 7 péchés. Il la tient de qui? Lui-même la tient de quelqu'un qui, à la fin du 4e siècle, a proposé une liste de 8 tendances, de 8 penchants mauvais. Il s'appelle Évagre, Évagre le Pontique. Évagre lui-même l'a pompé, tout simplement parce qu'il était un grand lecteur d'Origène, grand chrétien du IIIe siècle, et Origène avait proposé plusieurs listes. Et c'est à partir de ces propositions qu'Évagre en a fait une, que Grégoire a reprise, et qu'ensuite le Moyen-Âge a intronisé sous forme de décret. Il y a autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est qu'à la fin de chaque, et ce sera la fin de cette séquence sur la lecture morale, à la fin de chaque séquence narrée, il y a une morale de l'histoire. Ça, c'est l'idée de Charles Perrault, qui reprend une tradition orale. Et regardez ce qui est écrit. Je lis. C'est en français du XVIIe. On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfance quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise, on le laille, on le pille. Quelquefois cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. Ici, nous avons tout simplement une réécriture morale d'un texte biblique, dans Matthieu, qui dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et que celui sur lequel on n'a pas du tout misé, en fait, c'est lui qui, bizarrement, va nous sauver de la situation. Maintenant, si on va essayer ensemble d'aller plus loin, parce que ce texte peut nous conduire plus loin, et là, ça devient vraiment intéressant, on va essayer de voir ensemble les invraisemblances de l'histoire. Parce que lorsqu'un texte crypte un sens caché, eh bien vous avez des codages graphiques, verbaux, numériques, mais vous avez aussi des invraisemblances. Et ces invraisemblances sont là exprès posées par le narrateur pour vous inviter à aller plus loin, chercher autre chose. Alors nous y allons. Nous avons vu au début de l'histoire qu'il y a 7 frères qui fonctionnent par binôme. Il y a Pierrot l'aîné avec son jumeau, puis 2 autres jumeaux, puis 2 autres, ça fait 6, et le 7e. Pourquoi le conteur, ce n'est pas le fait de Charles Perrault, c'est les versions médiévales de la tradition orale qui le rapportent, pourquoi cette fratrie se répartit ainsi? Pourquoi 7? Alors si on veut comprendre ce qui se joue derrière ce chiffre, sans rentrer dans des explications ésotériques qui n'ont pas lieu d'être ici, eh bien il va falloir tout simplement mettre en analogie le 7 avec d'autres textes qui parlent du 7. Avec d'autres textes ou la vision du monde des anciens qui effectivement parlaient du 7. Et nous avons notre semaine de 7 jours. Cette semaine de 7 jours, je ne vous l'apprends pas à l'IPSA, est basée sur les 7 planètes du monde ancien. Nous savons aussi que le 7, c'est un chiffre qui règle la vie dans l'espace-temps terrestre. Nous avons les lunaisons, et chaque lunaison, chaque mois, eh bien, se répartit par groupe de 7. 7, on est au premier quartier, j'ajoute 7, on va être à la pleine lune, j'ajoute encore 7, on a le dernier quartier, puis nous revenons donc à la nouvelle lune. Les anciens avaient compris que le 7 rythmait l'espace-temps terrestre. C'est une invention, on va dire, hellénistique, après Alexandre le Grand. Par contre, les 2 luminaires et les 5 planètes, ça c'est beaucoup plus ancien. Si je fais une analogie entre les 7 frères et les 7 planètes, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Nous savons, si nous lisons les anciens, que les planètes étaient réparties par binôme. Vous aviez les 2 luminaires, le Soleil et la Lune. 2. Ensuite, on a les planètes fastes, c'est-à-dire qui sont positives, qui ont des bonnes énergies, qui nous aident. Jupiter et Vénus. Ensuite, il y a les planètes néfastes. Celles-là, on a toujours peur quand elles arrivent.
à cause de la mythologie qui est derrière. C'est Saturne et Mars. Et il y en a une, c'est la planète convertible, elle est toute seule, c'est Hermès. C'est Mercure. Si je fais une analogie entre les 7 frères et les 7 planètes, si je respecte l'analogie, le petit pousset investit la fonction mercurienne. Il est Hermès. Qui est Hermès? Si je projette sur cette planète qui est la plus proche du Soleil, donc le messager du roi, et oui, comme le petit pousset sera le messager du roi à la fin de l'histoire. Hermès est un passeur, c'est quelqu'un qui est chargé d'apporter et de transmettre des messages, et il est chargé de guider en procession les âmes. C'est pour ça qu'on l'appelle en grec le psychopompe. Et effectivement, le petit pousset aura cette fonction de guider ses frères dans la forêt. Nous avons donc bien, derrière l'invraisemblance de cette femme qui est enceinte 3 fois de jumeaux avant d'avoir le dernier, le cryptage d'une lecture archétypale, basée sur l'astronomie ancienne.